Le débrief de l'actualité high-tech, auto et médias au quotidien avec Hugo. Actu, le MAG. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Actu le Mag, votre nouveau rendez-vous. Actu le Mag, c'est le débrief de l'actualité high-tech, automobile et médias au quotidien. Vos réactions avec le hashtag Actu le Mag, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et n'hésitez pas à rejoindre la page Twitter officielle de l'émission @Actu le Mag. Et comme vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et Dailymotion, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire dédié sur YouTube et sur Dailymotion. Chaque jour, dans Actu le Mag, 3 grosses parties. L'actualité auto au quotidien avec la planète de l'auto, avec un essai à la clé chaque jour. Vous aurez également l'actualité média au quotidien avec les audiences de la veille et l'actu média du jour dans le Zoom média et l'actualité high-tech au quotidien dans le Focus Techno. Et voici tout de suite ce qui vous attend dans cette grande première d'Actu le Mag dans l'actualité automobile et donc dans la planète de l'auto de ce lundi 19 septembre 2016. Je vous parlerai de la Lamborghini Urus. Et oui, vous ne le connaissez pas forcément, le Lamborghini Urus. Eh bien, je vous en parlerai dans un instant car il devrait avoir une boîte automatique. Dans l'actualité techno d'Actu le Mag, je vous testerai dans un instant iOS 10 sur l'iPad Air 2. Oui, c'est possible. Et une petite astuce concernant l'Apple Watch Series 2 pour regarder l'heure de manière encore un peu plus discrète. Dans l'actualité média, bien sûr, les audiences d'hier soir, mais pas que. Je vous parlerai également de Canal+, qui réfléchit à 4 mesures pour relancer les abonnements et attirer de nouveaux téléspectateurs. Je vous parlerai également d'une partie des journalistes de la radio France Info qui accusent la nouvelle chaîne Info, France Info également, vous savez que c'est maintenant plusieurs médias, France Info, et la radio France Info qui accuse la nouvelle chaîne Info et son site de ternir l'image de la station. Bref, vous l'aurez compris, une grosse émission vous attend aujourd'hui. Hashtag Actu le Mag sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite la bienvenue, c'est l'heure de la grande première. Et on ne va pas perdre plus de temps, on va débuter tout de suite avec le débrief de l'actualité automobile au quotidien. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la planète de l'auto, la première de la saison, c'est parti. La planète de l'auto. Et voici ce qui vous attend dans cette première édition de la planète de l'auto en ce lundi 19 septembre 2016. Je vous parlerai de la Mini Paceman qui va tirer sa révérence à la fin de l'année alors que le Countryman sera lui très vite remplacé d'ici fin 2016. Le Mini Paceman n'aura pas de remplaçant, je vous en parle dans un instant. Je vous en ai parlé dans le sommaire il y a quelques instants. Je vais également vous parler du Lamborghini Urus, alias le premier SUV de la marque italienne qui devrait bénéficier d'une boîte automatique. Plus d'infos dans un instant. Je vous parlerai également de Renault qui révolutionnera l'intérieur de la future Clio de 5e génération. Oui, on a déjà les premières infos. Le scoop dans un instant. Au programme également, je vous parlerai de Audi qui s'apprête à lancer une R8 plus abordable, non pas avec un V8, mais bien avec un V6, une première pour la supercar allemande. L'info dans un instant. Je vous parlerai également du match du mondial. Et oui, nouvelle chronique dans la planète de l'auto. Vous le savez, le mondial de Paris arrive dans quelques jours seulement. Et donc, il est temps d'affronter deux nouveautés du mondial. D'un côté, le tout nouveau Peugeot 5008. Avant, c'était un monospace. Maintenant, c'est un vrai SUV version longue du 3008. Et de l'autre côté, le Skoda Kodiaq, alias le premier gros SUV de la marque tchèque. Alors, faut-il préférer le gros SUV français ou le gros SUV à la sauce tchèque? Le match du mondial 2016 entre le Peugeot 5008 et le Skoda Kodiaq, ça arrive dans quelques instants et ça se déroulera en plusieurs manches. Sans oublier bien sûr l'essai du jour. Et oui, chaque jour dans la planète de l'auto, on conclura la chronique avec un essai. Et pour ce premier essai, on a testé pour vous la Honda NSX. Oui, elle revient. Alors, que faut-il en penser de cette Honda NSX? Le test signé Autodéclic, c'est dans quelques instants. Mais on va commencer tout de suite cette première édition de la planète de l'auto en ce lundi 19 septembre 2016 avec l'actualité. Et on commence tout de suite avec la Mini Paceman qui va tirer ses révérences d'ici la fin de l'année 2016.
Variante sportive du Countryman, la Mini Paceman sera cessée d'être produite à la fin de l'année pour laisser la place à la très attendue BMW Série 5. La Paceman aura été la variante de trop dans l'expansion de la gamme Mini menée depuis le début de la décennie. Mariage entre le Countryman et le feu coupé, la Paceman cumule les inconvénients des deux sans leurs avantages et le public ne s'y est pas trompé. 4 fois moins vendu que le Countryman l'an passé sur le marché français, ses jours étaient comptés. BMW avait déjà annoncé que la Paceman ne serait pas remplacée. En effet, le constructeur allemand souhaite recentrer sa gamme autour de 5 modèles. La Mini, le Clubman, le Cabrio, le Countryman et une 5e variante aux dimensions élargies. Le Countryman sera dévoilé cet automne. Le 5e modèle serait une berline destinée à être commercialisée sur les marchés américains et asiatiques. L'arrêt de la production de la Paceman va permettre à Magnaster de libérer des capacités de production pour la BMW Série 5 que l'équipementier doit produire dès le printemps 2017. On reste dans le monde du SUV pour la prochaine actu et on va parler du premier SUV de la marque italienne Lamborghini qui bénéficiera d'une boîte automatique à son lancement. Lamborghini a de grands projets pour son futur Urus et n'hésite pas à briser plusieurs tabous. 4 portes, tout-terrain et turbocompresseur. Le constructeur se veut également pragmatique. Le premier SUV de la marque sera équipé d'une boîte automatique. Dans une interview donnée à notre confrère australien CarAdvice, le PDG Stefano Domenicali et le directeur de la recherche et du développement Maurizio Reggiani ont dévoilé que le Lamborghini Urus ne serait pas équipé d'une boîte à double embrayage ou de la boîte robotisée ISR à simple embrayage de l'Aventador. Le futur SUV sera doté d'une boîte automatique. Ce choix technique par la possibilité de faire passer le couple du V8 turbo-compressé aux 4 roues par l'intermédiaire d'une boîte à double embrayage. Sur les versions les plus puissantes du Cayenne, Porsche y a déjà recours avec la Tiptronic S d'origine Aisin. Bien que reposant sur la plateforme de l'Audi Q7, le V8 sera uniquement le fruit du travail des ingénieurs de Sant'Agata. À ce sujet, Maurizio Reggiani a également expliqué que le recours au turbocompresseur était nécessaire afin de disposer de suffisamment de couple pour s'extirper des dunes. Avec une telle explication, on devine d'ores et déjà les marchés prioritaires de la marque italienne. Lamborghini a de grands projets pour son futur SUV. Le constructeur italien souhaite en effet doubler ses ventes globales grâce à la conquête de la jante féminine. À l'instar de Porsche avec le Cayenne, la marque italienne souhaite être l'amie des femmes alors qu'elle ne représente aujourd'hui que 5% des clients de la marque. On poursuit avec une auto beaucoup moins chère que le prochain Lamborghini Urus. On va parler de Renault et de la Clio de 5e génération. On a déjà les premières informations quant à son intérieur qui se voudra révolutionnaire. C'est peu de dire que la Renault Clio actuelle a été critiquée pour la qualité des matériaux à l'intérieur en retrait par rapport à ce que peut proposer la concurrence, notamment allemande. Renault, conscient du problème, semble vouloir travailler très intensivement sur cette caractéristique pour la prochaine génération de Clio qui promet une révolution à l'intérieur. Avec l'arrivée de Lorenz Montenacker à la tête du design, les autos de Renault ont depuis totalement changé de visage et sont désormais largement appréciées du public. Mais encore faut-il que le ramage soit à la hauteur du plumage, ce qui est loin d'être le cas sur la Clio, régulièrement critiquée pour la qualité de l'habitacle du poste de conduite. Lorenz Montenacker avait d'ailleurs démarré la refonte des Renault en s'attaquant à la plus populaire, la Clio, qui fut la première d'une longue lignée. La citadine aux losanges sera renouvelée d'ici 2 ans et pour bien faire, Renault pense déjà à l'intérieur. Le chef designer explique que les équipes de développement sont conscientes du problème. Nos clients regardent l'extérieur et sont séduits, mais lorsqu'ils se penchent sur l'intérieur, ils s'étonnent un peu. Nous devons désormais nous assurer que nos futurs intérieurs seront à la hauteur du design extérieur. Nous avons plus de gens qui travaillent sur les habitacles qu'il y en a jamais eu, et nous sommes en train de lancer une révolution. Ces propos nous donnent évidemment envie d'en savoir plus, d'autant que d'ici là, Volkswagen aura déjà lancé la nouvelle Polo qui devrait encore s'annoncer comme une référence en matière de qualité d'assemblage et des matériaux. Renault devra alors jouer le sans faute, mais vu les progrès faits récemment, notamment sur les scéniques et talismans, l'espoir est
permis. Allez, du super sport maintenant. Et oui, on a parlé de super sport déjà avec le Urus tout à l'heure. Eh bien, on va revenir dans le monde du sport avec Audi qui s'apprête à lancer une R8, non pas un moteur V8, mais bien un moteur V6. Une première pour la super sportive italienne. Enfin, allemande, pardon. La rumeur l'annonçait déjà il y a quelques mois, mais désormais l'affaire est officielle. Audi commercialisera bien une version plus abordable de la R8, qui est, on le rappelle, uniquement proposée aujourd'hui en moteur V10. Petite différence avec la précédente génération toutefois. La R8 d'accès ne sera pas en V8, mais en V6. Si vous vous souvenez de la précédente génération d'Audi R8, vous n'êtes alors pas sans savoir que le coupé allemand avait démarré sa carrière avec un moteur V8, avant d'être proposé en V10 un peu plus tard. Les deux autos avaient d'ailleurs coexisté au catalogue d'Audi avant que la nouvelle génération n'arrive et n'impose le 10 cylindres, le V8 ayant été jeté aux oubliettes. Évidemment, la facture a nettement grimpé avec la seule version V10 dans la brochure commerciale, mais Audi travaille sur une variante d'entrée de gamme moins puissante de la R8 qui ne sera non pas en V8 mais avec un tout nouveau V6. Tout nouveau, ou presque, puisqu'il s'agit en fait du dernier V6 2,9 litres biturbo introduit sur la Panamera qui sera exposé au public au Mondial de Paris. Développé conjointement par Porsche et Audi, ce moteur servira à de nombreuses autos du groupe, dont certaines RS d'Audi, les RS4 et RS5. Avec plus de 430 chevaux sur la Panamera, ce nouveau V6 fait d'ores et déjà mieux que l'ancien V8 atmosphérique qui ne développait que 420 chevaux. Il y a fort à parier que la puissance de ce V6 sera revue légèrement à la hausse pour son introduction sur la R8. Allez, on a terminé l'actualité auto de ce lundi 19 septembre 2016. Allez, tout de suite on passe au match du mondial. Le match du mondial 2016. Le match du mondial, c'est votre nouvelle chronique dans la planète de l'auto d'Actu Le Mag. Le principe est extrêmement simple, opposer plusieurs nouveautés qui feront l'événement dans les allées de Paris, porte de Versailles, dès le 1er octobre prochain. Et oui, je rappelle, le mondial de Paris, c'est du 1er au 16 octobre prochain. Nous vous ferons vivre, bien sûr, au quotidien dans Actu Le Mag, l'événement avec, dans la planète de l'auto, une chronique un peu particulière, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, bien sûr. Allez tout de suite donc, première édition du match du mondial avec deux gros SUV. D'un côté, avant c'était un monospace, plus maintenant c'est un véritable SUV. De l'autre, il porte le nom d'un ours. Oui, c'est possible. D'un côté, un Français, de l'autre, une auto tchèque. Vous l'aurez compris, le match du mondial première édition met en confrontation ce lundi le nouveau Peugeot 5008 face au Skoda Kodiaq. Mais alors, qui est le meilleur ? La réponse en plusieurs points. Je vous dis comment ça va se passer. À chaque fois, nous aurons plusieurs manches. La manche du design, la manche de la vie à bord. On aura également la manche des moteurs et enfin la manche de la gamme. Et à la toute fin, je vous donnerai le verdict. À chaque fois, nous déciderons pour chaque manche qui est le gagnant. À chaque fois, ça rajoutera un point. Et en fin de match du mondial, à chaque fois à la fin de la chronique, on fera le bilan. Cette rubrique n'a jamais aussi bien porté son nom car ce duel oppose deux autos qui feront leur première apparition au salon. D'un côté, le 5008, version rallongée et familiale du Peugeot 3008. De l'autre, le Kodiaq. Premier modèle, cette place de Skoda et fer de lance de l'offensive du Tchèque sur le marché des SUV. Ils sont déjà partout et il va y en avoir de plus en plus. Une avalanche de nouveaux SUV va déferler sur Paris. Une sous-catégorie sera particulièrement animée au mondial de l'automobile, celle des modèles familiaux. Le public pourra découvrir le nouveau Renault Koleos, le Peugeot 5008 ou encore le Skoda Kodiaq. Comme le losange n'a pas encore dévoilé en détail la version européenne de son auto, nous avons retenu les deux autres pour un premier duel. Et donc première manche de ce match du mondial entre le Peugeot 5008 et le Skoda Kodiaq, on va parler du design. Peugeot a fait simple. Le 5008 est une version allongée du 3008. Avec 4,64 m, il dépasse son petit frère de 19 cm. Mais l'opération n'est pas sans conséquence sur l'élégance et de la silhouette. Si les designers ont eu la bonne idée de répartir les centimètres en plus, 16,5 cm profitent à l'empattement, ils ont verticalisé le haillon, ce qui donne un petit air de camionnette au profil.
En face, le Tchèque semble plus équilibré et plus élancé, mais il reste un SUV qui évoque davantage la robustesse que la sportivité. Le Kodiaq confirme la montée en gamme du design Skoda. Après une troisième génération de superbes réussies, la marque propose un véhicule sobre, toujours anguleux mais soigné. On lui reprochera juste une prise d'air avant un peu grossière. Et donc, notre avis qui remporte le match du design, eh bien c'est le Skoda Kodiaq qui gagne son premier point. Deuxième match maintenant, après le design, on passe à la vie à bord. Deux écoles s'opposent ici. Le 5008 reprend la planche de bord du 3008. Elle a un côté concept car très agréable avec son instrumentation 100% numérique en hauteur, son petit volant ou encore son large tunnel central. Elle ne donne pas l'impression d'être dans un SUV. En face, le Skoda est bien plus traditionnel. Alors que Peugeot mise sur une ambiance aérée, le Tchèque reste fidèle à une présentation qui respire la solidité avec par exemple de grands aérateurs verticaux. Les différences se poursuivent à l'arrière. Peugeot a fait un choix malin. Si le 5008 n'est plus un monospace, il en a conservé la modularité avec 3 sièges individuels de taille identique et coulissants. Skoda a opté pour une plus simple banquette 60-40. Les deux proposent une option de strapontin dans le coffre. Nouvel avantage à Peugeot, ces sièges peuvent se retirer pour gagner du volume de chargement. Le Lion a le dessus côté coffre en configuration 5 places avec 780 décimètres3 contre 720. Et donc pour la vie à bord qui remporte le match, eh bien là c'est le Peugeot 5008. Vous l'aurez compris, pendant ce temps, un point pour le Skoda Kodiaq, un point pour le Peugeot 5008. Voici tout de suite un nouveau point qui va permettre de les départager, c'est le match des moteurs. 6 moteurs chez Peugeot. En essence, il y a le 1,2 litre PureTech 130 chevaux et le 1,6 litre THP 165 chevaux. Du côté des diesels Blue HDI, le choix se fait entre les 1,6 litre 100 ou 120 chevaux et les 2 litres 150 ou 180 chevaux. La boîte automatique EAT6 est de série sur les versions haut de gamme essence et diesel. Elle est en option sur le PureTech 130 chevaux et le Blue HDI 120 chevaux. Le Skoda propose 5 moteurs. Pour l'essence, il y a 2 déclinaisons du 1,4 litre TSI de 125 et 150 chevaux ainsi qu'un 2 litres TSI de 180 chevaux. Pour le diesel, Skoda a glissé sous le capot 2 variantes du 2 litres TDI de 150 et 190 chevaux. Côté transmission, le bloc le plus puissant de chaque carburant est couplé à la boîte double embrayage DSG à 7 rapports et à la transmission intégrale. La DSG et les roues arrière motrices sont en option sur les moteurs 150 chevaux. Chez Peugeot, aucune transmission intégrale n'est au programme, dommage pour un véhicule qui insiste sur son côté SUV. C'est ce qui lui fait perdre le point ici. Vous l'aurez compris, pour le match des motorisations, c'est le Skoda Kodiaq qui remporte cette manche. Dernière manche tout de suite pour ce match du mondial, on conclut avec le match de la gamme entre le Skoda Kodiaq et le Peugeot 5008. Ils n'ont pas encore dévoilé leur grille de tarifs pour le marché français, mais Skoda devrait être fidèle à sa réputation en étant mieux placé que Peugeot. Et cela ne se fera pas au détriment de l'équipement car le Kodiaq pourra être doté de toutes les aides que l'on est en droit d'attendre de nos jours. Régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la file, détecteur d'angle mort, freinage d'urgence autonome, vision à 360 degrés. Le Skoda propose aussi l'aide à la conduite dans les embouteillages et une assistance pour manœuvrer avec une remorque indisponible chez Peugeot. Le Tchèque enfonce le clou avec une foule de petites astuces qui facilitent le quotidien comme un parapluie à bord ou des protections qui se déploient à l'ouverture des portières pour protéger la carrosserie. Vous l'aurez compris, pour ce match de la gamme, c'est le Skoda Kodiaq qui remporte cette manche de la gamme. Et tout de suite, il est donc temps maintenant de faire le verdict entre le Peugeot 5008 et le Skoda Kodiaq. Qui est le meilleur? Je rappelle tout de suite les points qui ont été donnés pour chaque manche. Pour le design, c'est le Skoda Kodiaq qui a remporté son premier point. La vie à bord, c'est le Peugeot 5008. Moteur et gamme, les deux dernières manches, c'est le Skoda Kodiaq qui a remporté. Et donc 3 points pour le Skoda Kodiaq, 1 point pour le Peugeot 5008. Vous l'aurez compris, notre choix entre le Skoda Kodiaq et le Peugeot 5008, notre vainqueur de ce premier match du mondial de la saison, c'est le Skoda Kodiaq qu'on vous
conseils. Rendez-vous vite dans la planète de l'auto d'Actu Mag pour une nouvelle édition du match du mondial. Et je rappelle, le mondial de Paris, c'est du 1er au 16 octobre prochain à Paris, porte de Versailles. On vous fera vivre, bien sûr, durant ces 2 semaines dans Actu Mag des chroniques spéciales, bien sûr. Et avant même, dès demain, dès qu'une nouveauté du mondial de Paris sera dévoilée, bien sûr, on vous en parlera dans la planète de l'auto. Allez, tout de suite, on a terminé la partie actualité vraiment dans le dur. Là, allez, on va terminer comme chaque jour. Et oui, c'est on va dire, quelque chose qu'on fera chaque jour dans la planète de l'auto d'Actu Mag. On conclura cette chronique avec un essai. Et l'auto qu'on a testé aujourd'hui, c'est une auto hybride. Allez, c'est l'heure de l'essai du jour. L'essai de ce lundi. La planète de l'auto, l'essai du jour. Et le premier essai de la saison en ce lundi 19 septembre 2016, c'est la Honda NSX. Et oui, vous la connaissez peut-être, cette Honda NSX qui était commercialisée il y a plus de 10 ans. Eh bien, elle revient enfin et elle se met à la page concernant sa motorisation. Elle n'est plus 100% thermique, elle est bien 100% hybride. Et oui, essence plus électricité. Mais alors, que vaut cette Honda NSX version 2016 ? Autodéclic l'a testée pour vous. C'est parti. Certains modèles ressuscités s'inspirent du passé pour créer un design néo-rétro, comme on peut le voir chez Mini ou Ford avec la GT par exemple. Ici, Honda n'a rien retenu de flagrant de la NSX du siècle dernier pour nous proposer une toute nouvelle création dont certains lui trouveront de faux airs de R8 à la sauce soja. Mais son aéro n'est pas que le fruit d'un coup de crayon inspiré. La NSX se passe en effet de tout aileron pelle à tarte grâce à un flux d'air guidé du nez vers les passages de roues, puis des flancs vers le moteur. Et c'est même ce même air qui vient le refroidir, qui sera ensuite propulsé via de très fines ouvertures au-dessus des optiques arrière, générant ainsi de la pluie. Fascinant. À bord, Honda a voulu un habitacle simple et lisible. La console centrale n'est occupée principalement que de la commande de boîte par exemple. Mais on apprécie surtout la position de conduite, avec d'une part un volant où le bout des doigts des mains posés à 9h15 viennent se loger dans un renfoncement, évitant ainsi cette impression de tenir une assiette, et d'autre part l'utilisation d'acier à résistance extrême qui ont permis de dessiner des piliers A plus fins qu'à l'accoutumée. En plus d'une planche de bord basse et d'un volant à double méplat, la visibilité à bord est bien plus dégagée que tout ce qu'on a pu voir chez la concurrence jusqu'à présent. L'architecture moteur de la nouvelle NSX n'est pas commune. En plus du nouveau bloc V6 3,5 litres biturbo fort de 507 chevaux, la japonaise dispose de 3 moteurs électriques complémentaires. Un premier, niché entre le V6 et la boîte de vitesse, ajoute 43 chevaux et s'occupe également de maintenir un état de charge minimal des batteries. Les 2 autres, forts de 37 chevaux chacun, sont dédiés quant à eux à déployer du couple ou de la décélération dans chaque roue avant de façon indépendante. La combinaison des puissances thermiques et électriques permet d'offrir 581 chevaux sans le moindre temps de réponse des turbos et autres lenteurs à bas régime. C'est en matière de comportement que l'hybridation de la NSX est probablement la plus étonnante. Alors que nombre de constructeurs misent aujourd'hui sur un train arrière directionnel pour aider à pivoter dans les courbes serrées, la NSX dispose donc de moteurs électriques à l'avant qui vont, dès les premiers degrés de volant visant un point de corde, appliquer un frein moteur intérieur au virage pour inscrire plus franchement l'auto. C'est un peu déroutant, au point même de se retrouver parfois trop tôt sur la corde. Il faut s'y habituer. Mais au bout du compte, c'est une vraie direction de karting dont est équipée la NSX. À tel point qu'il n'est pas nécessaire de lâcher les mains du volant calé à 9h15, et ce, même en épin. Une fois au cœur du virage, la NSX se transformera en une sorte de traction démoniaque puisque le train avant fera tout son possible pour conserver 100% du pouvoir directionnel, même avec du sous-virage. En sortie, cette même technologie donne tout ce qu'elle peut en couple et puissance, permettant ainsi de réaccélérer particulièrement tôt.
Honda a recherché un maximum de polyvalence à travers 4 modes de conduite, la montrant ainsi autant sous les traits d'une GT confortable que d'une sportive rigide et sensible. Dans tous les cas, la NSX nous a toutefois semblé typée légèrement plus souple que ses concurrentes. Mais au final, l'hybridation intelligente, offrant un large panel de tempérament, ne rend pas pour autant la NSX plus polyvalente qu'une 911 ou une R8 d'aujourd'hui, à l'exception près du mode tout électrique si vertueux. Ces vocalises en décevront aussi sûrement certains, mais en matière de sensations, la japonaise fait honneur à la réputation du constructeur grâce à son agilité gérée par les moteurs électriques avant. À 181 500 €, la Honda NSX fait forcément payer son haut degré de technologie comparé aux 169 600 demandés pour une Audi R8 V10 ou aux 177 695 € d'une Porsche 911 Turbo. Et c'était le premier essai de la saison consacré à la Honda NSX. Rendez-vous demain dans la planète de l'auto en toute fin de chronique pour découvrir le deuxième essai de la saison. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Actu Mag. Et oui, votre nouveau rendez-vous 100% débrief. On débrief l'actualité high-tech, auto et médias au quotidien. Vos réactions, hashtag Actu Mag sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. En parlant des réseaux sociaux, abonnez-vous à la page Twitter officielle de l'émission, @Actu le Mag, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et également sur Facebook, sur Dailymotion, et donc n'hésitez pas à réagir également dans l'espace commentaire de Dailymotion et de YouTube. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. 3 parties, je vous rappelle, dans Actu le Mag. La planète de l'auto, c'est toute l'actualité auto au quotidien. On a également le Focus Techno qu'on va débuter dans quelques instants, c'est l'actualité tech au quotidien, et le Zoom Média avec les audiences télé de la veille et l'actualité média du jour, sans oublier l'agenda TV du Zoom Média. Ça sera tous les mardis et ça commence dès demain. Allez, tout de suite, on ne va pas perdre plus de temps. Deuxième partie donc d'Actu le Mag, la première de la saison, ce lundi 19 septembre 2016. Allez, on va parler high-tech tout de suite, c'est l'heure du Focus Techno. L'actualité high-tech au quotidien, le Focus Techno. Et au programme de ce premier Focus Techno de la saison, ce lundi 19 septembre 2016, dans un instant, je vous teste iOS 10. Et oui, alors que vaut iOS 10 sur l'iPad Air 2 ? La réponse, c'est dans un instant. Et au programme également, je vais vous parler de l'Apple Watch Series 2 et une nouvelle astuce pour regarder l'heure discrètement. Et oui, quelle est cette astuce ? Eh bien, la réponse est dans un instant. Mais avant, j'aimerais vous informer d'une bonne nouvelle concernant Twitter. C'est qu'il y a quelques instants, Twitter a lancé une nouveauté. C'est que désormais, les photos, les citations, etc. que vous mettrez dans vos posts, en fait, ça ne sera plus décompté en tant que caractère. Parce qu'avant, vous mettiez une photo, sur les 140 caractères prévus, il vous restait plus que 116 caractères pour écrire votre message. Bien maintenant, il vous restera 140 caractères, même si vous mettez une image, une citation, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un GIF aussi, tant que vous mettez quelque chose en plus sur votre post, et bien là, ça ne sera plus décompté en tant que caractère. Donc c'est une bonne nouvelle que a fait Twitter, un très beau truc, une très belle fonctionnalité que Twitter a lancé il y a quelques instants. Allez, tout de suite, on va commencer cette première édition du Focus Techno en ce lundi 19 septembre avec le grand test d'iOS 10. Le Focus Techno, iOS 10, le grand test. Avant de débuter ce grand test d'iOS 10 sur l'iPad Air 2, je vous annonce que nous allons également tester tvOS 10 sur l'Apple TV de dernière génération, ou encore watchOS 3 sur l'Apple Watch très prochainement dans Actu le Mag, dans des futures émissions d'Actu le Mag et donc des futures chroniques du Focus Techno.
Allez, il est donc temps maintenant qu'on entre dans le vif du sujet. Voici donc l'heure du grand test d'iOS 10. Alors, première nouveauté d'iOS 10, et ça se passe dès l'écran de verrouillage. Si vous glissez votre doigt de gauche à droite, vous arrivez sur une nouvelle page qui était inexistante jusqu'à iOS 10. Donc, c'est l'écran qui s'appelle Aujourd'hui, qui regroupe des widgets. Oui, c'est possible. Vous avez désormais des widgets, donc des widgets mis par défaut, par exemple calendrier, suggestions, news, oui, c'est possible, alors que l'application Apple News n'existe même pas encore en France. Mais là, vous avez un résumé de l'actualité. Vous avez également l'application, le widget de l'appli musique, le widget rappel, à venir, etc. Et même des widgets issus d'applications que vous avez téléchargées sur l'App Store, par exemple l'application France Info que j'ai, ou encore France TV+, etc., l'application Mail, Mes Amis, etc., l'application Notes aussi. Bref, vous avez vraiment beaucoup de widgets. Voilà, donc la page Aujourd'hui, en fait, c'est la page des widgets. Voilà, les widgets ne se mettent pas directement sur n'importe quelle page de l'écran d'accueil comme sur Android. Eh bien non, là, c'est directement sur une seule page où sont tout simplement mis tous ces widgets. Et pour modifier ces widgets, eh bien, vous appuyez sur un bouton rond tout en bas de la page des widgets. Vous avez un petit bouton modifier. Voilà, si vous êtes sur l'écran d'accueil, eh bien si vous êtes sur l'écran de verrouillage, Apple va vous demander d'abord de saisir votre code ou de désactiver ou de déverrouiller votre appareil avec Touch ID, et ensuite eh bien, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir avec sur l'iPad Air 2, sur n'importe quel iPad, vous avez deux colonnes, voilà, colonne de gauche et colonne de droite. Vous pouvez choisir exactement quelle application va se mettre dans la colonne de gauche et quelle application va se mettre dans la colonne de droite lorsque vous tenez votre appareil en mode paysage, voilà, tout simplement. Et pour les widgets qui ne sont pas encore mis, eh bien vous avez une troisième catégorie qui s'appelle plus de widgets. Vous cliquez sur le plus vert et ensuite eh bien, ça se rajoute automatiquement à la colonne de droite. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour comment rajouter des widgets. Et ensuite le widget se rajoute tout en bas. Voilà. Et ensuite pour modifier la hauteur, la position du widget, c'est possible. Vous appuyez sur ce bouton modifier et ensuite vous avez une petite barre, voilà, à droite du logo de l'application, tout à droite. Et là, vous pouvez décider de la mettre, par exemple, sur la colonne de gauche ou encore sur la colonne de droite. Ou de la mettre, par exemple, plus en haut sur la colonne de gauche, etc. C'est possible. Sur cet écran, aujourd'hui, vous avez également donc l'heure, mais également donc la météo du lieu où vous vous trouvez, et même une barre de recherche pour rechercher une application ou un fichier, par exemple. On continue avec désormais le home screen de iOS 10 qui intègre plusieurs nouveautés. Une nouvelle application maison disponible sur iPad mais aussi sur l'iPhone. L'application maison, ça va vous permettre de contrôler par exemple vos appareils domotiques connectés. Et oui, si vous avez des appareils compatibles HomeKit, eh bien vous pourrez désormais les contrôler avec cette application maison disponible désormais dans iOS 10. Autre modification qui touche l'écran d'accueil d'iOS 10, c'est le centre de contrôle qui a été revisité par Apple pour iOS 10. Avant, c'était une seule partie, voilà, une seule fenêtre, on va dire. Il y avait une seule fenêtre seulement. Et bien là, elle a été redésignée, cette fenêtre du centre de contrôle. Elle a même été revue. Désormais, vous avez non plus un volet, mais bien 3 volets pour ce centre de contrôle. Le premier volet qui regroupe bien ce qu'on avait déjà avant, donc le mode avion, désactiver ou activer le Wi-Fi, pareil pour le Bluetooth, désactiver ou activer ne pas déranger, le son, etc. et le verrouillage, la recopie vidéo AirPlay, le mode AirDrop ou encore Night Shift. Et vous pouvez même donc aller au chronomètre et à l'appareil photo et également modifier directement via le centre de contrôle la luminosité, de votre écran. Deuxième volet, c'est le volet pour contrôler les applications musicales ou vidéo, en tout cas pour contrôler le son de votre iPad ou de votre iPhone ou de votre iPod Touch. Voilà, c'est pratique. Et vous avez même AirPlay qui est intégré. Et le troisième volet qui n'est pas toujours là, c'est le volet maison. Et oui, c'est seulement si vous avez des appareils compatibles, bien sûr, qui sont connectés sur votre iPad ou votre iPhone ou votre iPod Touch. Et bien, vous avez ce troisième volet qui vous permet directement via le centre de contrôle d'accéder à ces appareils compatibles HomeKit.
On continue avec cette fois-ci les applications. Eh oui, il y a des choses qui changent dans les applications. On commence avec l'application musique sur l'iPad Air 2. Je rappelle, je teste iOS 10 aujourd'hui, en ce lundi 19 septembre 2016, sur l'iPad Air 2. Et une application musique qui a été largement revue par Apple. Désormais, les titres des différentes catégories sont, on va dire, en gras, plus visibles. Et surtout, désormais, on a des petites icônes en bas. On en a 4 pour ceux qui ne sont pas abonnés à Apple Music, comme moi par exemple. Vous avez une première catégorie bibliothèque, une deuxième catégorie qui s'appelle Connect, une troisième catégorie radio pour écouter Beats One par exemple, et une quatrième catégorie recherche pour rechercher dans vos fichiers par exemple, ou encore pour rechercher dans votre bibliothèque, ou encore à la radio pour ceux qui veulent savoir s'il y a eu tel titre qui ont déjà été joués sur les radios Apple. Voilà donc pour l'application musique, et je termine en vous disant que le mode plein écran disparaît pour l'application musique. Et oui, désormais, le nom des albums, la fenêtre où vous avez votre album en plein écran, etc., en gros, etc., avec les contrôles de musique directement dans l'appli musique, avant ça se mettait en plein écran, ça prenait toute la place de l'écran. Maintenant vous voyez toujours l'écran d'avant, juste en dessous, certes on est un peu plus foncé, mais sinon c'est plus en plein écran, autant en mode paysage qu'en mode portrait. C'est un peu dommage, je me demande pourquoi Apple n'a pas adapté le plein écran qui est disponible sur iPhone sur l'iPad. Mais bon, c'est comme ça, c'est le choix qu'a fait Apple. Et pour accéder donc au morceau, vous avez justement l'emplacement dédié à la droite en bas à droite de l'écran. Vous cliquez et là, vous avez directement donc le player qui se met en place. Voilà donc pour l'application musique version iOS 10. L'application message, c'est l'application qui change le plus. Il est temps que je vous résume en quelques mots les nouveautés. Déjà, la nouveauté la plus visible, c'est l'arrivée d'un App Store pour l'application message. Et oui, l'application message bénéficie désormais de son propre App Store. Alors, en fait, vous ne pourrez pas trop jouer, il y aura pas trop, c'est pas des vraies applications qui seront disponibles sur l'App Store dit message, non, pas du tout. C'est plutôt des stickers, et oui, vous pourrez désormais mettre des stickers dans l'application message. Autre nouveauté, les emojis sont de plus grande taille, oui c'est possible. Vous pouvez décider d'envoyer un message caché, et qui se révélera seulement lorsque le destinataire cliquera sur la bulle qui contient votre message. Vous pouvez envoyer un Digital Touch. Digital Touch, c'est une fonctionnalité que les possesseurs d'Apple Watch connaissent bien. C'est un peu une fonctionnalité phare de l'Apple Watch qui avait fait où Apple, on avait beaucoup parlé au moment du lancement d'Apple Watch il y a 2 ans, la présentation d'Apple Watch il y a 2 ans, où là en fait il fallait 2 Apple Watch, et quand vous écrivez etc avec l'encre de l'Apple Watch et tout, ça envoyait directement à l'autre Apple Watch. Digital Touch arrive sur iOS et dans l'application message, et ça fonctionnera pareil, et sauf qu'il y a une nouveauté, c'est que désormais vous pouvez même mettre une photo, ce qui n'était pas possible sur l'iPad. Bref, et aussi vous pouvez mettre également des fonds animés sur l'appli message. Oui, c'est possible, par exemple des confettis ou encore un feu d'artifice, etc. Bref, l'application message s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour contrer WhatsApp, entre autres, ou encore Messenger de Facebook. Bref, une application bien réussie pour l'application message version iOS 10. On poursuit avec l'application photo, et oui, qui bénéficie également de nouveautés. Première nouveauté pour l'application photo, c'est déjà la présentation générale des albums sur l'iPad, et oui, qui change totalement par rapport à l'ancienne version, la version iOS 9, s'il vous plaît. Autre nouveauté, c'est un nouvel onglet qui s'appelle Souvenirs. Et c'est quoi en fait ces souvenirs ? C'est tout simplement des diaporamas qui sont créés automatiquement par votre iPhone, votre iPad ou encore votre iPod Touch. Votre appareil sélectionne automatiquement quelques photos qui ont un point commun, par exemple qui ont été prises toute la même année ou toutes le même mois par exemple, ou le même jour, et ensuite ça vous fait automatiquement un diaporama, mais que vous pouvez bien sûr modifier. Voilà donc pour ces souvenirs. Et donc pour vous dire à quoi ressemble la fenêtre de souvenirs, vous avez une première vue
qui vous montre les différents diaporamas que votre appareil a fait automatiquement. Ensuite, quand vous cliquez sur un des diaporamas en question, vous avez une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous avez plusieurs onglets. Tout d'abord, en haut, bien mis en évidence, en grand, vous avez le diaporama que vous pouvez décider de jouer. Et ensuite, vous avez une deuxième partie, la partie photo, où là, ça montre automatiquement, ça montre toutes les photos qu'il y aura dans les diaporamas pour que vous puissiez choisir si oui ou non vous voulez telle photo, etc. dans le diaporama. Ensuite, vous avez une troisième partie, groupe et personnes, voilà, qui vous montre quelle personne sera dans le diaporama et quel groupe de personnes sera dans le diaporama. Une quatrième partie avec lieu qui vous montre sur la carte où ont été prises les photos. Et ensuite, une partie éléments liés, voilà, qui vous montre les diaporamas qui seraient similaires. Et ensuite, vous pouvez décider d'ajouter ce souvenir au souvenir préféré, voire même aussi de supprimer ce souvenir. Voilà donc pour cette nouvelle fonctionnalité souvenir dans photo sur iOS 10. On poursuit avec la nouvelle présentation de l'application Maps, ou plutôt Plan d'Apple. Et oui, c'est possible. Et donc, à quoi ça ressemble ? Eh bien déjà, il y a une plus grande place à la carte, tout simplement. Et oui, c'est possible. Et vous avez désormais en haut à gauche sur l'iPad, ou en bas, où ça prend tout le bas sur l'iPhone, eh bien, vous avez désormais le lieu, vous pouvez, la zone de recherche, vous pouvez rechercher pas mal de choses. Et si vous cliquez sur cette zone de recherche, eh bien, automatiquement, Apple, l'application Plan, vous permettra de rechercher des restaurants et bars, des magasins pour le shopping, du loisir ou encore voyager, voilà, des stations essence entre autres. Et il vous proposera automatiquement vos dernières recherches que vous avez faites sur l'application. Ensuite, qu'est-ce qui change d'autre dans Maps, ou plutôt dans iOS 10 ? Eh bien, pas grand-chose. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des nouveautés de iOS 10. Voilà, il y a peut-être encore d'autres nouveautés que j'ai émises de parler. Sinon, on retrouve toujours bien sûr sur l'iPad Air 2 et les iPads compatibles, on retrouve bien sûr le mode où vous pouvez mettre le mode split screen où vous pouvez mettre deux applications côte à côte. On retrouve également le mode Picture in Picture, voilà, où vous pouvez mettre la vidéo sur le côté de l'écran et ensuite faire autre chose. Voilà, ça c'est toujours disponible bien sûr sur iOS 10. Et sinon, il n'y a pas trop de changements cosmétiques concernant la présentation générale. On retrouve toujours l'OS qu'on a depuis iOS 7, donc un OS Flat Design, s'il vous plaît. Alors, si je devais conclure sur iOS 10, eh bien, qu'est-ce que je dirais ? Eh bien, je dirais que c'est un très bel OS. Voilà, je pense un des plus beaux OS faits à ce jour. Je pense qu'Apple... Je me réjouis déjà d'être en juin 2017 lorsqu'Apple va présenter la WWDC 2017 iOS 11. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres nouveautés. Allez, une dernière nouveauté pour la route. Pour iOS 10, et oui, c'est dans l'application Horloge avec un mode inédit qui s'appelle le mode Sommeil. Et le mode sommeil, en fait, il va vous permettre de bien dormir, tout simplement. C'est-à-dire en vous demandant à quelle heure vous souhaitez vous réveiller et surtout à quelle heure vous voulez faire sonner le réveil. Si vous voulez faire sonner par exemple le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou encore le dimanche ou pas, vous choisissez. Et ensuite, eh bien, il va vous demander de combien d'heures de sommeil avez-vous besoin par nuit. Vous répondez. Et il vous met même un conseil, le suivant, c'est marqué: la plupart des adultes ont besoin de dormir entre 7 et 8 heures. Voilà, vous cliquez sur votre durée de sommeil et ensuite, eh bien, il vous pose la question suivante: quand voulez-vous recevoir une invitation à aller vous coucher ? Donc une notification, c'est soit au coucher, 15 minutes avant, 30 minutes avant, 45 minutes avant, voire même 1 heure avant. Et ensuite, eh bien, Apple, l'application Horloge va vous demander quelle musique vous voulez avoir au réveil. Et ensuite, eh bien, vous avez une petite aide qui est donnée à la toute fin. Et ensuite, vous pouvez régler sur un cadran, directement, vous-même, avec 2 réglettes, votre durée de coucher, votre heure de coucher et votre heure de réveil. Et l'application va automatiquement vous dire combien de temps vous allez dormir. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà donc pour ce mode sommeil, une nouveauté également de iOS 10. Voilà, on a fait le tour de iOS 10 sur iPad Air 2. Je vais tout de suite quand même vous dire avec quel appareil iOS 10 est quand même compatible. Ça, c'est important.
Bah oui, c'est quand même important de savoir avec quel appareil iOS 10 est compatible. Alors, iOS 10 est compatible avec les appareils suivants. Je vous dis ça tout de suite. iOS 10 est compatible donc avec, pour les iPhones, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, c'est logique, mais aussi l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone SE, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C et l'iPhone 5. Pour l'iPad, c'est l'iPad Pro 12,9 et 9,7 pouces, bien sûr, l'iPad Air 2, c'est normal, l'iPad Air, mais aussi l'iPad 4e génération et les iPad mini 4, 3 et 2, et enfin l'iPod Touch 6e génération. Je vous rappelle que dans les futures émissions d'Actu le Mag et dans les futures chroniques du Focus Techno, eh bien, je vous testerai WatchOS 3 ou encore tvOS 10. Ça sera à vivre prochainement. Allez, tout de suite, on ne perd pas plus de temps, on passe au reste de l'actualité high-tech de ce lundi 19 septembre 2016 et on va parler de l'Apple Watch Series 2, une petite astuce. Le Focus Techno, le reste de l'actu high-tech. Et une seule info dans le reste de l'actualité tech de ce lundi 19 septembre 2016 pour cette première d'Actu le Mag et pour cette première du Focus Techno également. Je vais vous parler d'une nouvelle astuce pour regarder l'heure discrètement sur votre Apple Watch, mais non pas l'Apple Watch sorti présenté en septembre 2014, il y a 2 ans, non, sur l'Apple Watch Series 2, ça fonctionne uniquement, cette fonctionnalité, cette astuce, donc c'est l'Apple Watch présenté début septembre 2016 et comment regarder l'heure discrètement désormais sur son Apple Watch. En fait, il y a déjà plusieurs fonctionnalités, plusieurs moyens de regarder l'heure. Bien, vous cliquez directement sur l'écran, ça c'est normal. Vous cliquez également sur la couronne digitale, si l'écran est éteint, s'allume l'écran. Vous cliquez également sur le bouton en dessous de la couronne digitale pour allumer l'écran, ça aussi c'est possible. Ou encore vous tournez votre poignet et bam, s'allume l'écran également. Et bien maintenant, sur l'Apple Watch Series 2 uniquement, vous faites tourner la couronne digitale vers le haut et ça allumera l'écran et ça vous permettra également de regarder l'heure. Voilà donc pour cette petite astuce sur l'Apple Watch Series 2 uniquement, donc sur l'Apple Watch sorti en septembre 2016, et bien vous faites tourner la couronne digitale vers le haut, bam, et l'écran s'allume et vous pouvez désormais regarder l'heure. Vous pouvez tester avec l'Apple Watch sorti l'année dernière, mais ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. C'est uniquement avec l'Apple Watch 2016. On va l'appeler comme ça, l'Apple Watch Series 2. C'était l'actualité tech de ce lundi, 19 septembre 2016. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit jeudi, mais bon, c'est comme ça. Vos réactions, hashtag ActuleMag sur Twitter, sur Facebook et aussi sur Google+. Et n'hésitez pas à rejoindre la page Twitter officielle @ActuleMag. Et n'oubliez pas qu'ActuleMag, vous pouvez suivre cette émission et regarder, ou plutôt écouter cette émission sur YouTube et sur Dailymotion, et donc commenter également l'émission dans les espaces commentaires dédiés de YouTube et de Dailymotion. Je vous rappelle 3 parties dans ActuleMag, vu que c'est la première de la saison. Il y a une partie auto, la planète de l'auto, la partie high-tech que nous venons de terminer avec le Focus Techno, et tout de suite on va débuter le Zoom Média avec, comme chaque jour, les audiences en prime et l'actualité média du jour, tout simplement. Allez, le Zoom Média, c'est maintenant. L'actu média au quotidien, le Zoom Média. Et chaque jour, dans le Zoom Média, les audiences de la veille et l'actualité média du jour. Voici donc ce qui vous attend dans ce premier Zoom Média de la saison, ce lundi 19 septembre 2016. Nous aurons bien sûr donc les audiences complètes d'hier soir avec le Prime, les audiences de la deuxième partie de soirée, les audiences TNT, bref, toutes les audiences d'hier soir, c'est dans un instant, dans le Zoom Média. Je vous parlerai également de Canal+, qui souhaite prendre 4 mesures pour relancer les abonnements et attirer de nouveaux téléspectateurs. Dans l'actualité média également, une partie des journalistes de la radio France Info accuse la nouvelle chaîne Info et son site de ternir l'image de la station. Vous savez que France Info maintenant, c'est une radio que vous connaissez tous depuis quasiment une trentaine d'années, mais également une nouvelle chaîne Info lancée le 1er septembre dernier et un site lancé fin août 2016, voilà, il y a quasiment un mois maintenant, et donc eh bien forcément il faut que ça soit un peu en cohérence, et plusieurs médias, il y a également une application France Info, eh bien
eh bien apparemment ça plaît pas ce que publient les journalistes de France Info sur le site, parce que une partie des journalistes de la radio France Info accuse la nouvelle chaîne Info et son site de ternir l'image de la station. On en reparle bien sûr dans un instant. On programme également de l'actualité média de ce lundi 19 septembre. Je vous parlerai de Léa Salamé qui sera aux commandes d'un divertissement avec Nagui. Ça sera un nouveau Tout le monde joue qui sera diffusé d'ici fin 2016. Et enfin, je vous parlerai de CanalSat qui va lancer en partenariat avec Orange une offre et un bouquet à moins de 10 €. Ça sera à la fin de ce focus, à la fin de ce Zoom Média de ce lundi 19 septembre 2016. Allez tout de suite, on ne perd pas plus de temps et on commence avec les audiences d'hier soir. Et on commence tout de suite avec les audiences en Prime et TF1 qui diffusait Elysium hier soir, et le film qui a attiré en Prime 5 414 000 téléspectateurs et 24,4% de part de marché. Deuxième position en Prime pour France 3 hier soir avec Les Enquêtes de Murdoch. La série a convaincu sur France 3 2 823 000 téléspectateurs, soit 11,9% du public. On passe à France 2 qui termine troisième avec un film Casse-tête chinois qui a convaincu 2 694 000 téléspectateurs, soit 12% du public. Quant à M6 qui termine quatrième en Prime, M6 misait sur un magazine désormais présenté par Ophélie Meunier et non plus par Wendy Bouchard, parti sur France 3. D'ailleurs, on reparlera de l'audience de l'émission de Dave et de Wendy Bouchard dans un instant dans le Zoom Média de ce lundi. Et donc, Zone Interdite avec Ophélie Meunier sur M6 en Prime a convaincu 2 029 000 personnes, soit 9,2% de part de marché. Enfin, Arte misait sur un film nommé Havana et qui a séduit quand même 580 000 téléspectateurs, oui, loin derrière les 2 millions de téléspectateurs de M6. Eh oui, c'est comme ça, 580 000 téléspectateurs donc pour le film Havana sur Arte, soit 2,7% de part de marché. Dans le Zoom Média, on s'intéressera aux audiences des fois de certaines émissions. On programme aujourd'hui entre autres l'émission de Dave et de Wendy Bouchard dans un instant, mais on s'intéresse tout d'abord à Vivement la télé. Vous savez que maintenant Vivement Dimanche, ça n'existe plus sur France 2. Ça a été remplacé par Vivement Dimanche prochain à 18h30 et Vivement la télé à 17h55. Et oui, il n'y a plus la première partie d'émission en début d'après-midi le dimanche sur France 2. Désormais, c'est qu'en access. C'est de 17h55 à 20h chaque dimanche soir sur France 2 avec Michel Drucker. Deux parties désormais donc. Et la partie télé de Vivement Dimanche qui s'intitule Vivement la télé a attiré hier soir à 17h55 sur France 2 que 734 000 personnes et 5,7% du public. Et juste après 18h30, eh bien, France 2 diffusait Vivement Dimanche prochain avec Michel Drucker, toujours à la présentation, et le magazine un peu plus traditionnel a convaincu et a séduit 2 079 000 personnes et 12,6% de part d'audience. On passe aux audiences de la TNT maintenant avec les audiences Prime de la TNT, et on débute avec France 5 qui termine sur la première position des audiences Prime de la TNT avec un documentaire Au fil de la Loire, Petit Château deviendra grand, et ce documentaire a convaincu 1 269 000 personnes pour 5,2% du public, et c'est donc un carton d'audience pour la chaîne lui permettant d'être en tête. Et cette audience, il s'agit de la meilleure performance d'un documentaire diffusé dans le cadre du doc du dimanche en 2016 sur France 5. Je rappelle donc l'audience, 1 269 000 personnes pour le doc Au fil de la Loire, Petit Château deviendra grand, proposé hier soir en Prime sur France 5. On poursuit avec la deuxième marche du podium, quand même pour C8, avec un film, Le Pacha, qui était donc diffusé sur C8. Vous savez que maintenant ça ne s'appelle plus D8, mais bien C8 depuis le 5 septembre dernier. Et le film a attiré quand même 927 000 téléspectateurs sur C8, soit 4% de part de marché. TMC termine troisième avec une série, Les Experts Miami, qui ont captivé 749 000 téléspectateurs sur 3,2%.
de part de marché. On poursuit avec NT1 qui diffusait Madame Doubtfire et le film a convaincu 706 000 personnes, soit 3,3% de part de marché hier soir sur NT1. On poursuit avec HD1, la chaîne cinéma du groupe TF1, avec un film, Erin Brockovich, Seul contre tous, a attiré quand même 673 000 personnes, soit 3,2% du public. Chérie 25, la chaîne plutôt féminine du groupe Énergie, programmé, elle, un téléfilm intitulé Sauveur Giordano, qui a séduit 400 000 téléspectateurs et 1,7% de part de marché. France 4 pariait, elle, sur un film nommé Les Fils de l'Homme, qui a séduit quand même 395 000 personnes, soit 1,7% du public. SOF, ma famille a besoin d'aide, le magazine, l'émission présentée par Pascal Sautens sur Énergie 12 et produit par Julien Courbet, était programmé donc hier soir sur Énergie 12 en prime, et le magazine a intéressé 387 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part de marché. Quant à Sister, eh bien, la chaîne du groupe M6 misait sur un film nommé Protéger et servir avec 319 000 téléspectateurs devant Sister en prime hier soir, soit 1,4% du public. W9 proposait Bones, sa série qui a séduit 290 000 téléspectateurs et 1,2% de part de marché. France O pariait, elle, sur un magazine nommé Passion Outre-mer, qui a quand même séduit 189 000 téléspectateurs et 0,8% du public. Et on continue ces audiences TNT avec numéro 23. Et oui, c'est une chaîne qui vous dit peut-être rien, même si tous les matins vous retrouvez Les Grandes Gueules sur RMC et numéro 23 en direct. Et numéro 23 pariait sur un film, Goodbye Lénine, qui a quand même convaincu 188 000 téléspectateurs et 0,9% du public. RMC Découverte, eh bien, elle diffusait une série documentaire intitulée Enchères à tout prix. Et oui, on fait des docs sur les enchères à toutes les sauces. Pawn Star sur C8 et C-Star, mais également Enchères à tout prix sur RMC Découverte, qui a séduit hier soir 165 000 téléspectateurs et 0,7% du public. C-Star pariait, elle, sur une série nommée Luther, qu'elle diffuse depuis la rentrée. Et Luther a réuni hier, pour sa diffusion hebdomadaire, 144 000 téléspectateurs, soit 0,6% de part de marché. Gulli misait, elle, sur Robo Sapiens, et le téléfilm a captivé 101 000 téléspectateurs pour 0,6% du public. On poursuit avec le nouveau magazine politique de France 5 qui a été battu par C8 et TMC hier soir à 18h30. Hier soir à 18h30, France 5 lançait C'est Politique, sa toute nouvelle émission, en tout cas une toute nouvelle formule pour C'est Politique, suivie par C'est Polémique à 19h40, et à 18h30 la nouvelle version de C'est Politique présentée par Karim Rissouli a convaincu 429 000 téléspectateurs, soit 2,6% du public, mais la chaîne a été quand même battue par C8 avec Pawn Star, les rois des enchères sur C8, qui diffusait, la chaîne qui diffusait 2 épisodes, avec à 18h20 la première émission qui a séduit 451 000 téléspectateurs et 619 000 personnes à 18h50. Et TMC, elle, programmait une femme d'honneur, une série qui a attiré entre 18h et 19h45 709 000 téléspectateurs, soit 4,6% du public. On poursuit avec les deuxièmes parties de soirée sur TF1 et sur France 2. Hier soir sur TF1, la chaîne diffusait un film, World Invasion Battle Los Angeles, qui a séduit 1 679 000 téléspectateurs, soit 23,1% de part de marché. Et sur France 2, il y avait un jour un destin consacré à Muriel Robin. Le magazine présenté par Laurent Delahousse a séduit hier soir à 22h55 sur France 2 962 000 téléspectateurs et 12% du public. On va parler sport maintenant, toujours dans les audiences, avec la Coupe Davis qui attire 740 000 téléspectateurs à 14h sur France 2, soit 6,1% du public. Et en parlant d'audience, eh bien, il y a eu un record la semaine dernière sur TMC qui est passé devant C8 toute la semaine en moyenne d'audience hebdomadaire.
La semaine dernière, la chaîne TMC a réalisé une semaine record avec 3,5% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Mais surtout, la chaîne du groupe TF1 passe devant C8. Cette dernière a en effet réalisé une part d'audience de 3,4% sur l'ensemble du public. A noter que pour TMC, il s'agit d'un record d'audience cette année, la plaçant 5e chaîne nationale. A noter des records historiques sur les 25-49 ans, 4,7% de part d'audience, ou encore un record sur les ménagères de moins de 50 ans, 4,7%. La chaîne a bénéficié de plusieurs programmes qui ont réalisé des performances. L'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès, a réuni entre 1 million et 1,3 million de téléspectateurs pour sa première semaine. Le film Avatar, diffusé le 12 septembre, 1 237 000 téléspectateurs, soit 6,5% de part de marché. Et enfin, la série DC Legends of Tomorrow, diffusée le 17 septembre dernier, 824 000 personnes, soit 4% de part de marché. On poursuit toujours avec les audiences et on termine surtout notre grosse partie audience du Zoom Média avec l'émission Même le dimanche, présentée par Dave et Wendy Bouchard, tout le dimanche à 13h35 sur France 3 et qui gagne 100 000 téléspectateurs en une semaine. Et donc hier à 13h35, France 3 a diffusé une nouvelle émission de Même le dimanche et cette nouvelle édition a réuni 705 000 téléspectateurs et 5,7% de part de marché, ce qui a permis à France 3 de gagner en une semaine un peu plus de 100 000 téléspectateurs. L'émission précédente avait fait un score de 580 000 téléspectateurs, soit 4,9% du public. Voilà donc pour les audiences télé d'hier soir. On poursuit avec l'actualité média du jour, en ce lundi 19 septembre 2016, et on commence avec les 4 mesures que souhaite prendre Canal+ pour relancer les abonnements et attirer de nouveaux téléspectateurs. Les Échos publient une enquête sur les changements que devrait annoncer Canal+ dans les prochains jours pour mieux se relancer. Parmi ces mesures, certaines devraient toucher directement les abonnés ou les futurs abonnés. Première mesure, le groupe réfléchirait à la possibilité de proposer des offres d'abonnement sans engagement dans le temps alors qu'elle ne l'a jamais fait. Deuxième possibilité, Canal+ pourrait proposer un accès à la chaîne cryptée à des prix moins chers que les 40 € mensuels actuels. Par exemple, on devrait donc pouvoir s'abonner à Canal sans ces 5 déclinaisons, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Canal+ Série, pour une somme inférieure. Troisième mesure que Canal+ souhaite prendre, Canal aurait insisté pour pouvoir diffuser certains des matchs sur Canal+ Sport au lieu de la chaîne Amiral afin de rendre cette déclinaison plus attractive. Et enfin, quatrième et dernière mesure que Canal souhaite prendre, Canal aurait demandé au monde du football que les matchs de Ligue 1 puissent commencer à 21h au lieu de 20h45 pour maximiser les revenus publicitaires de son émission en clair qui les précède. Dans le reste de l'actualité média de ce lundi 19 septembre 2016, une partie des journalistes de la radio France Info accuse la nouvelle chaîne Info et son site de ternir l'image de la station. Et je vous rappelle que France Info maintenant c'est plusieurs médias, c'est vraiment multimédia. Il y a la radio, vous connaissez tous depuis quasiment 30 ans, il y a une nouvelle chaîne de télé lancée le 1er septembre dernier à 20h, il y a également une application lancée fin août 2016 et également un nouveau site lancé en même temps que l'application. Et pour vous dire l'application et le site, en fait, c'est le site France TV Info qui a été redesigné, tout simplement. Et pour vous dire, en fait, le fait de faire un média comme ça, avec une chaîne de télé, une application, un site web et une radio, eh bien, il faut avoir quand même des infos cohérentes et une partie des journalistes de la radio France Info accuse la nouvelle chaîne Info et son site de ternir l'image de la station. Je vous en dis plus. Une partie des journalistes de la radio France Info a accusé lundi la nouvelle chaîne d'information et son site de ternir l'image de la station, regrettant des contradictions entre des informations données sur les 3 médias dans une motion adressée lundi à leur direction. La rigueur est notre marque de fabrique. Nous n'acceptons pas de voir cette image ternie par la télé et par le site qui porte notre nom, ont souligné 59 journalistes, chefs de service et rédacteurs en chef, soit un tiers des journalistes de la radio d'information continue selon cette motion. La direction ne peut plus ignorer la déception, la colère, les inquiétudes de 59 journalistes de la rédaction, écrivent-ils. Ils exigent des garanties d'urgence, notamment sur la cohérence éditoriale entre les différentes antennes.
Ils évoquent un incident survenu samedi après-midi quand la nouvelle chaîne de télévision a annoncé une prise d'otage en cours à Paris, interrogeant ensuite la cliente d'un salon de coiffure et lui conseillant de rester à l'abri. La radio n'a pas fait cette erreur puisqu'elle a pris le temps de vérifier l'information, soulignent les journalistes. Il est inenvisageable que la télé ou le site internet qui porte le nom de la radio continue de diffuser des informations contradictoires avec l'antenne radio, voire carrément non vérifiées, protestent-ils dans cette motion adressée à leur direction. Alors que la radio a abandonné son site au profit d'un site d'information unique du groupe public, les journalistes réclament un site internet qui reflète enfin le travail de la radio dès cette semaine. Ils demandent aussi l'ouverture de négociations sur l'encadrement de leurs droits à l'image avant le 15 octobre. La direction de la station de radio a indiqué lundi qu'elle était au travail sur ces questions. La direction de la télévision France Info n'a pas voulu réagir. Les signataires de la motion refusent par ailleurs de travailler pour la nouvelle offre sans une rétribution sous forme de pige pour toute collaboration spécifique d'un journaliste de la radio au profit de la chaîne télé, comme des duplex pour la télévision qu'ils refusent pour l'instant. Dans l'actualité média également ce lundi, Léa Salamé aux commandes d'un divertissement avec Nagui. Ça sera une nouvelle édition de Tout le monde joue, émission que Nagui a déjà présentée avec Stéphane Bern ou encore Michel Simès. Invité du Tube samedi, Nagui a confié qu'il devrait animer un divertissement avec la journaliste de l'émission politique. Léa Salamé à la tête d'un jeu télé. C'est ce qu'a annoncé samedi l'homme fort de France 2, Nagui, dans l'émission média Le Tube, où il était l'invité. Après être revenu avec le présentateur de N'oubliez pas les paroles sur ses projets dans le groupe du service public, l'animatrice Isabelle Iturburu l'a questionné sur sa relation avec le nouveau visage de l'interview politique de France Télévisions. Vous disiez adorer animer un jeu avec elle, alors en tout cas, vous aimeriez la transformer en animatrice de jeu, a demandé la journaliste. Non pas la transformer, au contraire, il faut qu'elle reste elle-même. L'idée est de faire un Tout le monde joue autour du bilan de l'année 2016 et de son actualité, a répondu celui qui officie aussi sur France Inter. Par la suite, Nagui a avoué qu'elle était très bien placée pour l'incarner. Je lui ai proposé, elle est d'accord, donc je suis ravi de le faire avec elle, a-t-il poursuivi. A noter que l'émission Média a été suivie samedi par 245 000 téléspectateurs et 1,7% de part d'audience. Léa Salamé a un emploi du temps de ministre cette année. En plus de son interview du lundi au jeudi dans la matinale de France Inter présentée par Patrick Cohen et dans la présentation de l'émission politique sur France 2 avec David Pujadas et Karim Rissouli, la journaliste sera aussi aux manettes le 28 septembre, toujours sur la même chaîne, du nouveau programme culturel Stupéfiant, produit par Bangoumi, la boîte de production de Yann Barthès, qu'on retrouve sur TMC dans le quotidien, et de Laurent Bon. Et on clôture l'actualité média de ce lundi 19 septembre 2016 dans ce Zoom Média avec CanalSat qui va proposer avec Orange un nouveau bouquet à moins de 10 €. Des prix cassés pour reconquérir des abonnés, telle est la nouvelle stratégie de Canal+. En effet, d'après Le Figaro, le groupe Vivendi va dévoiler un mini-bouquet CanalSat le 7 octobre prochain d'un montant inférieur à 10 € et vendu par Orange. Alors que le groupe a toujours été catégorique sur le principe de distribuer et facturer lui-même ses offres d'abonnement, Canal+ a signé un accord avec l'opérateur de Stéphane Richard et devrait faire de même avec Free, société de Xavier Niel. Ainsi, le groupe de Vincent Bolloré va revoir ses deux formules anciennement de 40 € pour Canal+ et d'une trentaine d'euros pour CanalSat afin de proposer plusieurs gammes de prix allant d'un mini-bouquet à un abonnement premium. En partenariat avec Orange, l'offre low cost de CanalSat, au prix inférieur à une dizaine d'euros par mois, proposerait une trentaine de chaînes exclusives. Facturées par le Télécom, cette offre visera 1,7 million de clients fibre de l'opérateur, car ce nouveau bouquet sera inclus dans l'offre fibre Orange, a précisé le PDG de la société. C'était l'actualité média de ce lundi 19 septembre 2016 et c'était l'actu tout court de ce lundi 19 septembre 2016 dans Actu
le mag. Et oui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis pour cette grande première. Vos réactions, hashtag ActuMag, ça se passe sur Twitter, sur Facebook, mais également sur Google+. Moi, je vous retrouve demain en pleine forme pour la deuxième émission de la saison, avec toujours l'actu auto, l'actu média, l'actualité tech, la planète de l'auto, donc le Zoom Média et le Focus Techno. Allez, passez encore un excellent moment. Vos commentaires également sur YouTube et sur Dailymotion, vu que l'émission était retrouvée sur ces deux sites-là. Et moi, je vous retrouve demain en pleine forme pour ALM. Salut à tous.